Alors, la commission nous a expliqué quelles étaient les attentes, quelles étaient les commandes qui s'adressaient à vous, et puis qui vous étiez dans la commande initiale. Mais j'aimerais bien, Antoine, que tu nous dises de votre point de vue collectif, comité, comment vous vous êtes senti. Qui êtes-vous? Si tu devais présenter votre équipe, tu dirais quoi? Bonsoir à tous. Alors, le comité citoyen, c'est au-delà des 2 premiers rangs de la salle. C'est 24 personnes, ça a été dit par Martine, en parité égale hommes et femmes. Donc ça, c'est un respect qui était important. Avec des gens qui sont à la fois des Nantais d'origine, mais aussi des nouveaux. Il y en a, certains étaient là depuis sur Nantes de moins de 6 mois. Donc des appréciations de la ville, de la Loire différentes, et qui permettaient d'avoir des confrontations intéressantes sur des gens qui sont habitués, des gens qui ne sont pas habitués, qui apportent une vision différente par des modes de vie qu'ils ont vus ailleurs, etc. Ce qui était marquant, c'était la variété de vos profils. Des très jeunes, des un peu moins jeunes, mais toujours très jeunes dans leur tête. Oui. Des gens qui venaient de Nantes, mais aussi autour. Oui, ce qui était important, c'est d'avoir une répartition géographique de son usage de la ville, de son usage du fleuve. Donc malgré ces différences, il y avait un point commun, un fil conducteur, quelque chose qui nous reliait les uns aux autres. C'est l'engagement qu'on avait à apporter une énergie, à apporter une réflexion, à venir vraiment pour dire ce qu'on pensait, ce qu'on attendait, ce qu'on ne voulait pas, et à chaque thème, trouver une synthèse après la confrontation des différentes idées. Certains d'entre vous ont été tirés au sort. D'autres étaient volontaires. Mais du coup, ça pose la question de la façon dont vous avez perçu votre mission. Vous êtes arrivé avec quelle idée sur la mission qui était la vôtre? Je crois qu'il n'y a pas eu de racisme sur ceux qui avaient été choisis, ceux qui avaient été portés volontaires. D'ailleurs, on ne savait pas. On l'ignorait. Mais ce qui compte surtout, c'est, et ça a été dit dès la première journée, la vigilance qu'allait apporter le comité citoyen sur le travail qui allait être effectué. L'idée, c'était pas de perdre 5 week-ends. L'idée, c'était vraiment de s'investir, d'avoir des gens convaincus de la démarche et qui resteraient attentifs aux décisions qui seront prises par la commission du débat et la présidence de la métropole sur les idées qui ont été apportées dans le cadre de ce débat. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la façon dont vous avez travaillé ? Alors, l'idée était d'articuler le débat sur à la fois des auditions publiques, qui ont été rappelées par Martine, au mois N. Le mois N+1, le comité citoyen se réunissait pour débattre sur ce thème, et au mois N+2, le séminaire d'acteurs auquel participait le comité citoyen permettait de faire la synthèse des auditions publiques du comité citoyen. Et ensuite, donc en fait, les fois où on s'est réunis, il y avait le vendredi la synthèse du séminaire d'acteurs, qu'est-ce qui avait été dit, et ensuite, le jour suivant, donc le samedi, le travail sur le thème qui était lié au débat, aux auditions d'experts du mois précédent. Je ne sais pas si c'est clair. Pour nous, on déterminait le vendredi soir les points, effectivement, on faisait un tour d'horizon. Et puis après, en 2 groupes, vous travaillez sur des sous-thèmes. Il y a quand même une question, je pense que dans la salle, ça peut interroger. 24 personnes, des profils très divers, des approches très diverses. Comment on construit un avis avec 24 regards différents? Est-ce que c'est possible de faire consensus ? On était piloté par une équipe d'experts de médiation environnement qui a su éteindre les colères et parfois les amertumes. Mais non, l'engagement des 24 personnes faisait qu'il y avait quand même une écoute, une attention portée à ce qu'il y ait une synthèse. Donc évidemment, les parcours de vie de chacun, l'usage qu'on avait de chacun permettait d'avoir un débat enrichi d'avis différents. Mais à la fin de la journée, fatigués sans doute de tous les efforts portés à nos débats, on trouvait malgré tout de une guerre synthèse. lasse. Non, bon. Pas tout à fait. Merci. Donc on va partager avec vous ces conclusions. Pour que la présentation soit complète, Paul, je voudrais que vous vous leviez. Ceux qui sont avec nous ce soir, tout le monde n'est pas là parce que c'est en semaine, certains travaillent. Et si
Et puis moi, Il y en a quand même qui travaillent. Oui, qui travaillent ailleurs qu'à Nantes. Et je suggère, si vous êtes d'accord, que vous les applaudissiez parce qu'ils ont vraiment, vraiment bossé. Merci Antoine. Bien, donc j'appelle Jean-Yves et Élise à venir ici. Ce sont donc les deux membres de la commission qui vont poser les questions. Et Anne, maintenant, je te laisse appeler les membres pour le thème numéro 1, Loire, pratique et usage. Alors, je vais t'emprunter le micro. Et c'est Étienne qui va nous rejoindre. Étienne, Mathilde et Nathalie, si vous voulez, on va s'installer du coup ensemble. Étienne Doux, Mathilde Séché et Nathalie Marcelot qui vont nous parler Loire, pratique et usage. C'était notre premier thème de travail. On a produit beaucoup sur ce thème-là, donc on l'a organisé en plusieurs sous-thèmes. Je crois que voilà, on voit la structuration qui a été la vôtre à la fin. Étienne, on va commencer par le premier volet, moyens de communication. Et là aussi, on structure. Dans ce thème, la Loire, moyens de communication, il y avait deux volets. Le premier, c'était des préconisations en matière de déplacement individuel. Qu'avez-vous produit? Que préconise le groupe? Alors on est parti du constat que la circulation routière était difficile dans la métropole, notamment aux heures de pointe, et on s'attend à une forte croissance de la population. Et le comité citoyen, de manière quasi unanime, considérait que c'était les transports en commun qui allaient apporter le plus gros effort dans les solutions possibles pour faire face à cet engorgement. Donc dans les transports en commun, et autour de la Loire, on sait que les navettes fluviales ont été expérimentées entre Trentemoux et Nantes. Et donc, on voudrait un développement de ce réseau de navettes fluviales. Elles ne nécessitent pas d'investissement lourd, pas d'infrastructures importantes. Il y a certains équipements qui sont déjà existants, notamment certains pontons sur l'île ou sur les berges de la ville. Ce sont des solutions qui sont souples et adaptables parce que l'infrastructure, finalement, c'est la Loire et elle est là et on n'a pas à l'entretenir. Et par contre, ça nécessite des interconnexions qui sont bien maîtrisées entre le reste du réseau de transport en commun, les bus, les trams, mais aussi les parkings relais, les parkings vélos et les gares SNCF. Et il faut que cela soit accompagné d'une communication assez forte de la ville pour emmener les gens dans ces projets. Donc c'était la Loire comme un élément du transport en commun. Ça, c'était sur la partie transport des personnes, mais vous avez aussi planché sur la partie transport de marchandises avec des précos aussi. Oui, alors pour le transport de marchandises, notre souhait est clairement de reporter sur le fleuve une partie du transport de marchandises pour notamment pallier cet engorgement routier qui est là 2 fois par jour. Et donc... on souhaite une politique volontariste de la part de la métropole et pas que de la métropole, je pense que c'est aussi de l'État, pour développer le transport fluvial. Pour cela, ça nécessite la création de pôles logistiques fluviaux, notamment sur les emprises portuaires existantes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi créer de nouveaux pôles logistiques fluviaux sur l'île de Nantes ou à l'amont de la métropole, dans la partie VNF, Voies navigables de France. Et donc, il faut préserver les emprises foncières qui ne sont pas encore accaparées par l'immobilier, parce qu'il y a un appétit assez fort pour aller sur les berges. Et donc, l'intérêt, c'est de faire face de cette manière à l'augmentation du trafic, de manière plus économique pour la collectivité, parce qu'on n'a pas à entretenir la Loire, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bitume à étaler régulièrement, et de manière plus écologique, car l'impact en termes d'émissions de CO2 à la tonne transportée est bien meilleur que le transport routier. Et on a quelques exemples en la matière. Oui. Ça peut être le transport de déchets de la ville, le transport de gravats des grands projets, comme ça se fait en région parisienne. Ça peut être le transport de pondéreux comme le sable, mais aussi du conteneur ou toute autre marchandise. Et vous aviez effectivement identifié donc, des domaines d'activité dans lesquels c'était très pertinent. Alors je vais peut-être prévenir parce qu'on va anticiper la frustration. L'avis du comité citoyen est bien plus important
est plus long et plus détaillé que ce qu'on va vous présenter en quelques minutes ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet avis. Donc on va un peu vite, mais dans l'avis, tout est détaillé sur les raisons qui vous ont poussé à faire ces préconisations. Donc ça, c'était la partie Loire, voie de navigation, avec le transport passager, le transport de marchandises. Mathilde, vous avez aussi identifié la Loire comme étant une ou des ressources, en tout cas, avec là 3 points. Le premier point, c'était ressources en eau potable. Oui, tout à fait. Concernant du coup la ressource en eau, nous, ce que nous souhaitions vraiment, c'était que donc l'ensemble des orientations et politiques donc liées à la Loire s'assurent vraiment de préserver la disponibilité et ainsi que la qualité de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, sachant que 90% de l'eau potable provient de la Loire, qu'il y a une utilité de l'eau pour les industries, mais également pour le maraîchage, qui est donc une activité économique effectivement importante dans le bassin nantais. Donc c'était important qu'il y ait une vigilance particulière accordée à la disponibilité de l'eau, mais également à sa qualité. Alors ça, c'était presque une évidence à rappeler. Le deuxième point sur la Loire ressources, c'était moins évident peut-être parce que moins connu, c'était la Loire ressources énergétiques. Oui, donc là l'idée vraiment qu'on a pu aborder, c'était de développer vraiment l'exploitation du potentiel énergétique du fleuve, notamment par l'hydrolien, qui est encore effectivement vraiment inexploité, disons, pour le moment. Et le territoire dispose quand même, il nous semblait, de compétences à la fois techniques et scientifiques permettant d'expérimenter, de développer donc ces nouvelles technologies, ces technologies. Donc, Et des savoir-faire et de la recherche, on reviendra sur ce point-là. Le troisième point sur la ressource, et là on revient sur des choses, on va dire, plus traditionnelles, plus historiques, c'est la pêche. Oui, voilà. Concernant la pêche, il nous semblait également important de favoriser les conditions de maintien de la pêche en Loire et en assurant ainsi une promotion en fait, des poissons de Loire, notamment auprès des consommateurs locaux, parce qu'on s'est fait le constat que mine de rien, ça paraissait, les poissons paraissaient quand même peu consommés ou on n'a pas réussi à en manger une seule fois pendant nos 5 séances. Donc l'idée, par exemple l'idée qui nous est venue, c'était de développer des lieux, pourquoi pas pour les pêcheurs, pour accueillir le public et ainsi permettre des temps d'échange sur effectivement le milieu et la découverte de leur activité, pour un peu promouvoir leur activité. Ça, c'était sur la partie ressources. Donc, on a vu communication, votre communication, ressources à ne pas oublier. Et puis, le troisième point dans cette première séance, ça a été les activités touristiques, loisirs. Et là, avec pas mal d'idées, Nathalie, vous avez identifié d'abord les berges comme étant des lieux où pouvaient se développer des activités. Vous aviez des précours en la matière. Alors, on avait identifié, donc, on avait séparé en 3 ce petit chapitre. D'abord les berges, le fleuve, et ensuite l'attrait touristique en lui-même de la métropole nantaise et puis de la Loire. Donc, au niveau des berges, on avait identifié le fait qu'il y ait pas mal de pistes cyclables déjà existantes, mais avec des discontinuités parfois. Et également pistes cyclables et pistes piétonnes sur ces berges, avec parfois des accès pas directs sur la Loire, donc peut-être la mise en place de lieux qui permettraient d'aller directement à la Loire, mais tout en préservant un côté un peu naturel, puisque on a la chance dans notre région, au niveau de Nantes Métropole, de conserver des zones qui sont vraiment sauvages. Donc ça, c'était au niveau des berges. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il existe déjà des infrastructures, donc il faut les préserver et les développer
pour accentuer cet accès, cette attractivité au niveau du fleuve. Ça, c'était les berges, mais vous avez aussi des précaux sur le fleuve, attractivité Voilà. touristique et loisirs. Alors on a identifié le fait que par rapport à l'Erdre, sur la Loire, on avait beaucoup moins d'activités nautiques. Par contre, la Loire restait navigable et restait un bassin intéressant. On a identifié aussi le fait qu'il y ait des cales qui restent, des pontons qui pourraient être réutilisés, des petits ports qu'on a vus d'ailleurs samedi. Donc toutes ces infrastructures-là existent, elles sont à préserver et à développer afin d'avoir sur le fleuve une activité nautique plus importante. Peut-être également aussi des barges transformées en piscines ou des lieux permettant d'avoir une activité réelle sur le fleuve. Du récréatif sur l'eau. Et puis le troisième volet, et là c'est un appel au développement, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est un atout économique pour la ville et la métropole. Donc pourquoi ne pas développer ce point-là et avoir des paquebots qui pourraient s'approcher de Nantes. C'est un plaisir à la fois pour les Nantais pour voir ces bateaux arriver et également un gros attrait touristique puisque ça amènerait à la fois des touristes nationaux et internationaux, mais ça permettrait aussi aux Nantais de découvrir ce potentiel qui pour nous est un potentiel très important. Alors on est allé un peu vite, un peu schématiquement sur les grandes orientations, sur ce premier point, la Loire des pratiques et des usages. On va peut-être répondre aux questions. Donc maintenant, Jean-Yves, Élise, à vous les questions. C'est moi qui commence. Bonsoir. Alors il s'agit de questions, il y en a pour ce chapitre-là, il y en a 4. Donc je commence par la première qui porte sur un point assez précis concernant la ressource, la pêche, la ressource halieutique. Par rapport à la filière pêche en Loire, à l'instar de ce qui existe pour les produits végétaux et animaux locaux, le comité a-t-il évoqué la possibilité de création d'une AMAP dédiée aux poissons de Loire ? Qui veut répondre ? Étienne. C'est pas une question piège. Alors, je pense que je connais bien les AMAP parce que dans ma famille, on y est client. Mais je pense que les AMAP, ça nécessite vraiment une volonté, un engagement personnel des gens. Et il faut déjà commencer par le début, c'est-à-dire faire découvrir aux habitants de la métropole les produits qui sont disponibles près de chez eux. Parce que je pense que déjà, c'est un problème de méconnaissance des produits disponibles. Et je dirais qu'on avait parlé, nous, de crier ou de lieux qui pourraient permettre d'avoir des produits locaux à disposition. Puisqu'une criée, on avait dit que c'était plus professionnel, donc avoir plutôt un accès à l'ensemble de la population. Merci, bonsoir à tous. Donc j'enchaîne avec une deuxième question, qui est une question qui va revenir sur quelque chose que vous préconisez. En fait, vous préconisez à un moment donc, de réaliser des continuités douces, de circulation douce, piétonne, vélo en bord de Loire. Et en même temps, vous y associez aussi la préservation de zones naturelles non accessibles. Est-ce que vous pourriez repréciser un peu ce que vous avez en tête avec ces zones naturelles non accessibles ? C'est ce que... voilà. C'est de préserver quand même des zones non traversées, en définitive, où on puisse conserver une faune et une flore sauvages existantes. On a la chance sur la Loire d'avoir des zones inondables, donc ne serait-ce que ces zones-là, normalement, sont non constructibles. Donc les conserver non constructives et protégées afin d'avoir des poumons au niveau de la ville et des zones vertes. Mais ça veut dire que les circuits contournent ces espaces-là ? Non, donc, on peut très bien les traverser, mais sans en faire des boulevards partout et sans
Un chemin, ça reste un chemin. Et quand on parlait de ponton, c'est pareil. Le ponton va permettre d'aller jusqu'à la Loire. Mais de part et d'autre du ponton, normalement, on n'a pas d'accès. Oui, je pense quand même que, parce que ça avait été évoqué dans certains messages sur le site internet du débat, où il y a des gens qui parlaient de pontons tout au long de la Loire ou de pistes tout au long de la Loire. Je pense que c'est pas réaliste, ne serait-ce que d'un point de vue économique, mais en plus d'un point de vue écologique, ce serait une catastrophe de faire une coupure et d'avoir des gens qui puissent aller à tous ces endroits où il y a une vie qui s'est installée, il y a un équilibre qui s'est créé. Donc montrer la Loire, c'est bien, y avoir accès, c'est bien, mais pas partout. Merci. Autre question, demande de précision. À un moment, vous évoquez la possibilité de créer des piscines sur barge. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qui veut peut-être Oui. tu y vas, Nathalie ? À moins que quelqu'un veuille répondre sur ces idées de piscine, parce que ça nous avait tous fait beaucoup rire. Antoine, tu veux... Non. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et dans d'autres villes, ça existe. On avait sur Nantes autrefois, quand on entend les anciens, ils avaient l'habitude d'aller se baigner en Loire. Il y avait des petites plages. Il y avait toute une culture de baignade et de week-end au bord de l'eau. Pourquoi ne pas recréer cette atmosphère-là ? À mon avis, actuellement, c'est plus facile de le faire par l'intermédiaire d'une barge que par l'intermédiaire d'une plage. Donc, c'était pour mettre au goût du jour les habitudes d'autrefois. Et moins dangereux, d'après ce que disaient ceux qui se baignaient, ceux ou celles qui se baignaient en Loire il y a quelque temps. Y a-t-il une autre question ? Encore, oui. Alors, on va revenir, on va parler de guinguettes, parce qu'on a trouvé que vous ne nous parliez pas beaucoup de guinguettes, alors que ça avait été un thème assez présent dans les contributions sur le site du débat notamment. Est-ce que ça a été un sujet que vous avez quand même traité, notamment sur des pratiques en fait, vous avez parlé de pratiques récréatives, mais on n'a pas vu émerger en fait cette figure-là de la guinguette, ni non plus d'ailleurs du festival, par exemple. En fait, on a évoqué beaucoup de sujets tout n'a pas été retranscrit dans notre compte-rendu parce qu'il fallait que ça soit quand même synthétique. Mais on a parlé de zones de loisirs, et ces zones de loisirs, ça peut être pour des activités sportives, culturelles, musicales ou festives. Après, ce n'est pas à nous, je pense, de définir quels sont les souhaits exacts de la population, mais on a identifié la nécessité d'avoir des zones en bordure de Loire où on puisse organiser des activités, toutes celles que j'ai citées. Voilà. Ça passe par les guinguettes éventuellement. Voilà. On s'était dit aussi, c'est que les guinguettes, c'est drôlement bien pour ceux qui ont envie de venir, mais ceux qui habitent à côté, ils n'ont pas spécialement envie qu'il y en ait qui s'installent. Donc on a été un peu dans des contraintes comme ça parfois des envies, mais il y a aussi des choses très réalistes. Et je pense que dans le comité citoyen, on a un peu été entre du rêve parfois ou des envies très fortes, mais aussi un côté très réaliste et tenir compte d'un tas de contraintes qui existent, auxquels on est tous plus ou moins confrontés, quoi. Et que vous avez porté à tour de rôle aussi dans les discussions. Très bien, merci. Une dernière question concernant le développement touristique et l'offre de croisière. Alors, vous préconisez des conditions d'accueil pour les paquebots de croisière. Alors, j'imagine que dans une certaine mesure, ça correspond au cas de Loire-Princesse. Mais est-ce que vous avez débattu, discuté des différents types de croisières possibles ? Parce qu'il n'y a pas que les croisières fluviales, il y a les croisières aussi maritimes, de haute mer, qui peuvent éventuellement venir accoster jusqu'à Nantes. Est-ce que vous avez réfléchi aux zones d'accueil qui pourraient être préconisées ? Ou est-ce qu'il ne faut pas différencier justement les deux
les deux zones d'accueil. Voilà. On en a beaucoup parlé, on peut dire. Alors en fait, on en a beaucoup parlé. On parle de développement de la croisière fluviale parce que c'est nouveau, mais la croisière maritime, elle est déjà présente à Nantes, pas en quantité suffisante de mon point de vue, mais elle existe déjà. Alors la question c'était, est-ce que c'est la même chose? Non, clairement. Et il y a même une troisième offre, c'est la balade touristique, qui est proposée par une autre compagnie. Il y a 3 offres en fait. Et les infrastructures ne peuvent pas être les mêmes à mon avis. Et ce n'est pas forcément souhaitable dans la mesure où un bateau comme le Loire-Princesse a la chance d'avoir un tirant d'eau très faible et il peut venir au plus proche de la ville. Alors les paquebots de mer, eux, ont un tirant d'eau beaucoup plus fort. Mais par contre, ils peuvent se mettre sur les quais existants. Le seul souci, c'est d'avoir une profondeur d'eau suffisante. Et on a un quai, le quai Wilson, qui a servi pendant de nombreuses années à cet usage. Et donc, je pense que les croisiéristes aimeraient bien que cet usage soit conservé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci. Donc, 3 petites questions, si vous avez envie de demander à ces 3 personnes. Monsieur Yves Lenné. Oui, je suis l'auteur d'une étude qui concerne les croisières fluviales comme les croisières touristiques, dont les croisières maritimes, pardon, dont CroisiEurope a fait un petit peu son profit parmi d'autres sur le côté fluvial. Mais au point de vue maritime, ma conclusion n'était pas qu'il suffisait d'avoir de l'eau pour accueillir un bateau, parce que les bateaux ont une certaine dimension. Et il y a un cercle qui se trouve entre Trente-Mou et Chantenay qui s'appelle la zone d'évitage. Et cette zone-là est notoirement insuffisante par rapport aux plus grands bateaux, c'est évident. Et même la Chance de Bordeaux, qui a 40 à 50 bateaux par an, ne peut pas aller jusqu'à éviter le complément qui est le Verdon. Donc pour nous, le complément est montoire. Ceci dit, Nantes a une attraction, une attractivité, et qui n'est pas satisfaite avec la zone d'évitage actuelle. Donc il faut regarder la dimension des navires. Merci pour cette précision. Une autre question, Bernard ? Oui, juste, quand on évoque le tourisme, tout de suite, c'est les paquebots qui viennent à l'esprit. Mais je pense que, d'ailleurs, dans les cahiers d'acteurs, un certain nombre de communes qui s'égrènent le long de la Loire, qui sont dans la métropole, ont revendiqué un tourisme de proximité. C'est-à-dire que aménageons les berges, renouons avec des activités festives. Je pense par exemple à la fête des Anguilles à Indre, qui a été renouvelée, je crois, cette année. Enfin, ou peut-être que... Enfin, voilà. Donc, toute la population nantaise pourrait bénéficier de tourisme. Je l'appelle tourisme, hein, c'est pas simplement du loisir, hein, c'est du tourisme circuit court, hein, on va l'appeler comme ça aussi. La proximité, voilà. Hein, ça existe aussi, c'est revendiqué dans les cahiers d'acteurs. Une petite réponse ? Alors, je peux faire une petite réponse déjà sur la zone d'évitage. Déjà, le préalable à notre discussion, on a tous travaillé avec le document socle du grand débat, hein, qui était en lien sur le site internet. Et déjà, dans les éléments de base que nous a fournis la commission du débat, dans ce document socle, il y avait la préservation de cette zone d'évitage. Donc déjà, la conservation du caractère maritime de la ville n'était pas de notre point de vue mis en cause. Et le comité citoyen, dans sa quasi-totalité, était d'accord pour conserver ce caractère maritime, et donc cette zone d'évitage. Voilà. Rassurez-vous, en ce qui concerne le côté tourisme de proximité, on a énormément parlé de ces sujets-là, et évidemment que la plupart des préconisations qu'on a faites dans ce débat, c'était dans l'intérêt des habitants de la métropole et des gens de la région, et pas uniquement dans l'intérêt de touristes internationaux. Mais c'est un tout. Et de toute façon, la croisière maritime est pour l'instant marginale. Donc
Elle ne peut que se développer. Oui. Je vais rebondir sur l'évocation que vous faisiez de l'hypothèse d'une piscine. C'est une question extrêmement intéressante parce que le débat sur une piscine olympique de 50 mètres à Nantes est un débat qui est larvé, qui ressortira un jour forcément au titre des grands équipements de la métropole. Et ça mériterait effectivement que les gens qui étudient ça comparent le coût d'une piscine sur une barge avec le coût d'une piscine à terre. Une piscine sur la barge, elle n'a pas besoin de fondation, elle a besoin de tirant d'eau quand même, qui est la profondeur de la piscine. Mais c'est une question très intéressante, surtout si on va, comme beaucoup d'agglos, sur des piscines extérieures comprenant des espaces de convivialité protégés. Le problème, c'est la température de l'eau. C'est évidemment pas de l'eau de la Loire, c'est de l'eau d'une piscine à mettre dedans. Et donc, dans les hypothèses d'études d'une piscine, une hypothèse d'une implantation sur la Loire, notamment sur le quai Wilson, qui s'y prêterait sans doute assez, est intéressante. Reste à savoir comment des barges peuvent supporter le débit, les crues, les glaces du fleuve en permanence. Mais ça peut être intéressant. Merci. Dernière question, et on va passer au thème numéro 2, parce que sinon on ne va pas y arriver. Oui, bonjour. Giovanni Olivares. Je suis peut-être plus nouveau parmi vous. Je suis nantais depuis un mois et quelques semaines. Et j'ai eu l'occasion de faire mon mémoire de fin d'études sur un projet, et c'est le projet d'Estuaire, projet culturel fait appel à des artistes. Et dans vos propositions, peut-être je me trompe, c'est mon ressenti. Je sens des contradictions que j'ai ressenties sur place quand j'ai fait mon mémoire en 2013. Je m'intéressais à justement comment cette intervention artistique construisait des liens avec son territoire. Et parfois sur place, les gens se sentaient dans une marketing territorial. Nous, on n'avait pas besoin de ça pour sortir et se balader. Et du coup, je sentais parfois que les gens étaient contents de l'avoir, mais quand on parlait tout de suite de tourisme international, je sentais les regrets. Et quand vous évoquez cette question de croisière, les petits bateaux, et en même temps, vous parlez des pontons qui protègent ces espaces préservés. Comment concilier justement ces paquebots à côté de la réserve de Grand Lu? Parce que les touristes, ils vont venir, ils vont vouloir découvrir. Et je sais pas, peut-être c'est mon ressenti que j'ai eu cette contradiction à mêler ces deux échelles. Alors peut-être allez-vous avoir la réponse dans la deuxième partie, parce que c'est effectivement des questions qui ont été évoquées. Si je peux me permettre juste un mot, c'est aussi un avis d'équilibre. Hein. À 24 personnes, on travaille beaucoup sur l'équilibre et ils ont vraiment beaucoup travaillé sur la préservation donc de cet équilibre entre les intérêts des uns et des autres et les attentions de tous. Bien, merci. On va passer au thème numéro 2. C'est Philippe Audic, Martin Stebler qui vont poser les questions. Anne, je te laisse inviter les participants. Alors le thème numéro 2, donc notre deuxième week-end de travail, c'était Loire écologique, Loire économique. Et c'est Simon et Lénaïque qui vont venir nous en parler. Simon Ordonneau et Lénaïque Lefaou sur ce thème-là, qui a été un thème... au départ un petit peu compliqué, sur lequel on a vraiment réussi finalement à avoir des articulations intéressantes. Simon, on va commencer par l'économie, Loire économique, des très longues réflexions sur l'économie et la Loire au départ. De façon synthétique, quelles ont été les préconisations du comité sur ces questions économiques? Bonjour à tous. Donc, au regard des auditions et puis de la matière qui est disponible sur le site et y compris le site de la métropole, on n'a pu que constater la dynamique économique de Nantes au global qui se porte plutôt bien. Et donc, on a choisi d'insister sur la préservation et le développement économique de notre métropole en bord de Loire. Et donc, on a considéré que la Loire et l'eau au sens large constituent à Nantes un facteur de dynamique économique important et que cette dynamique s'appuie sur un triangle constitué par l'industrie, la recherche et la formation qui à Nantes, autour de l'eau et la Loire,
très performant et au niveau, et se place au niveau mondial sur une excellence très forte. Donc ça, pour nous, ça a été un point clé de la Loire économique. Ensuite, il convient de préserver cet équilibre et là, des mesures un peu plus pragmatiques pour aujourd'hui préserver ces espaces économiques, y compris en bord de Loire. On a considéré qu'il y avait une point de vigilance à placer sur l'appétit immobilier des berges et des espaces en bord de Loire, y compris en centre-ville, mais aussi dans les communes de Nantes Métropole. Ça, c'est un premier point. Donc zone industrielle, zone d'activité. Donc pour éviter que l'immobilier résidentiel ne prenne toute la place au détriment de l'industrie et du monde de l'entreprise. Ce qui peut se faire naturellement si j'imagine une commune n'est pas vigilante. Un deuxième point qu'on a considéré qui est complémentaire, c'est favoriser la cohabitation fonctionnelle entre l'habitat, l'économie, y compris l'industrie, et puis les espaces naturels en bord de Loire. Donc ça peut prendre forme sur le Bas-Chantenay, mais c'est le cas sur plein de zones autour de Nantes, et aider surtout les entreprises à s'intégrer au niveau paysager, au niveau culturel et au niveau fonctionnel. On a cité un exemple, mais qui est très simple, c'est la Tour à Plomb et puis la SACMO, qui sont intégrés sur un site qui est aujourd'hui très touristique, avec une entreprise qui innove et qui continue de fonctionner très bien, et un site qui est culturel avec une médiathèque, avec une tour qui est un monument du patrimoine industriel. C'est un exemple, on pourra en citer d'autres, c'est un exemple assez symbolique. Et donc un troisième point, c'est peut-être peu significatif au niveau volume, mais pérenniser la capacité des entreprises à utiliser l'eau de la Loire dans les procédés industriels, que ce soit du refroidissement ou d'autres, tant que c'est encadré par les normes en vigueur. Et on a constaté qu'à Nantes, il n'y avait pas de tension spécifique sur ce sujet-là au niveau écologique. Ça, c'était les 3 points. Vous mettez en avant aussi des dynamiques qui sont des dynamiques internes au niveau sur le territoire. Qu'est-ce qui peut être fait très concrètement qu'est-ce que vous préconisez pour préserver ces dynamiques-là ? Donc là, c'est vraiment la préservation de l'existant et l'encourager à continuer à innover, à développer. Et on a assisté sur un deuxième point qui pour moi a une importance critique, pour nous a une importance critique, pardon. C'est le principe d'expérimentation. Donc vraiment pousser un principe d'expérimentation autour de la Loire afin d'identifier et développer des nouvelles activités créatrices de valeur. Donc là, on imagine que la Loire peut être un laboratoire sur l'économie et l'industrie autour de plusieurs points. Donc on a identifié certains, mais c'est probablement pas exhaustif, sur les moyens innovants de chauffage et de refroidissement. Ça peut être un point. Les moyens de production d'énergie renouvelable, on l'a déjà cité sur l'hydrolien, mais c'est peut-être pas le seul. Et puis les modes de transport innovants qui sont un vecteur de richesse économique aussi. Expérimenter. Ça, c'était sur la partie économique. Alors juste pour vous resituer, comme on vous l'a dit, on faisait 2 groupes pour travailler. Sur ce thème-là, on a eu un groupe économie et un groupe écologie, en se disant que ça allait peut-être être antinomique. Et puis vous allez voir que peut-être pas tout à fait, ou pas du tout. Et Lénaïque, donc sur la partie écologie, quels étaient les précaux du comité ? Alors en fait, le comité s'est basé sur la base des contributions. Il lui était apparu que l'état des lieux environnemental était plutôt en équilibre, voire en dynamique positive. Par contre, nous avons identifié un risque majeur sur le territoire, qui est le risque majeur lié à la démographie du territoire et au risque d'étalement que cela peut poser. Et donc face à ce risque d'étalement urbain, nous avons préconisé différentes orientations. D'une part, la densification anticipée, et nous accentons sur ce côté anticipé puisqu'il nous a semblé que les aspects de planification et d'anticipation n'étaient pas suffisamment présents sur la métropole, et une densification maîtrisée de l'habitat. Ensuite, du point de vue des emprises liées aux activités économiques, une optimisation de ces emprises
afin d'éviter un morcellement des activités qui nous apparaît pas vertueux du point de vue à la fois de l'intégration et de la bonne utilisation de l'espace. Et parallèlement, puisque nous parlons de vertus écologiques, que soient préservés des espaces dits de respiration à véritable qualité écologique. En fait, par exemple, pour illustrer notre propos, il nous semblait que certains espaces économiques où on préconisait un petit espace de pelouse étaient finalement peu productifs en termes à la fois de qualité de vie et à la fois de vertu écologique, et qu'il fallait plutôt opérer des véritables espaces à vocation préservée de chaque espace. De la respiration avec Voilà. assez d'espace. Et puis pour une Loire écologique, ce que vous avez identifié aussi, c'est la nécessité de mettre les acteurs en synergie, en collaboration. Ça, c'était aussi un point important dans vos préconisations. Oui, exactement. Donc le comité citoyen a considéré que la préservation de l'état écologique passait par des principes de responsabilité partagée des acteurs, et plutôt que sur la création de structures de gestion dédiées de type parc naturel régional ou observatoire. Nous avons considéré que les projets devaient plutôt réfléchir de manière participative. Voilà, nous avons été inspirés par la démarche à laquelle nous participions. Mais il nous a semblé également que cela ressemblait de toute façon à ce qui était pratiqué depuis déjà un certain nombre d'années sur le territoire, par un équilibre entre des acteurs économiques et des acteurs écologiques, et une tension positive entre les demandes et les attentes de ces acteurs. Et vous parlez de tension positive dans la vie. C'est un petit peu la conclusion aussi. Je disais tout à l'heure que finalement, Loire économique, Loire écologique, c'était pas réellement en opposition. Vous avez mis l'accent sur la synthèse et on va dire les passerelles entre les deux. Voilà. La vision du comité citoyen, effectivement, a été de travailler plutôt sur les synergies entre ces deux visions, Loire écologique, Loire économique, plutôt que d'opposer les points de vue. Et même d'afficher finalement ce que pouvait être un cercle vertueux, c'est-à-dire que le comité citoyen a considéré que l'activité économique créatrice de valeur participait à la possibilité de mener une action écologique et un territoire attractif du point de vue de la qualité de vie, ce qui le rendait attractif à la fois pour ses citoyens, mais également pour les activités économiques. Donc, d'où cette idée de cercle vertueux, et l'espace métropolitain nous semblait illustrer ce cercle vertueux. Voilà pour la présentation rapide de ce deuxième thème. Merci beaucoup. Philippe, Martine, à vous. Oui, merci pour cette présentation effectivement succincte. Vous avez, Anne, évoqué la question de l'équilibre dans les travaux du comité citoyen, et particulièrement sur ce sujet-là, on ressent, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça s'est passé ce débat à l'intérieur du comité citoyen. On ressent cette volonté d'afficher l'équilibre entre l'économie et l'écologie. Et donc, j'avais une question, moi, est-ce que ça a été aussi, équilibré que ça ? Est-ce qu'il y avait des partisans de l'économie qui auraient souhaité peut-être qu'on fasse plus d'espace à la dynamique économique, ou au contraire, est-ce que les partisans de l'environnement pouvaient ? Voilà. Donc, est-ce que c'est la façon de travailler qui vous a conduit à cet équilibre, ou est-ce qu'il y a eu des tensions, y compris positives ou négatives, sur cette question ? Alors, ça a été très riche de toute façon en débat. C'est peut-être un des thèmes sur lequel on n'a pas fait le consensus à la fin. C'est-à-dire qu'on s'est séparés pour traiter de l'écologie d'un côté et de l'économie de l'autre. Et quand on s'est retrouvés après 2-3 heures, globalement, on avait les mêmes préconisations, donc les mêmes tendances générales. Donc en fait, il a plutôt fallu...
il n'y a pas eu de défenseur d'un retour de la Loire d'il y a 100 ans ou d'il y a 200 ans, et puis d'autre côté, d'autres qui voulaient bétonner les bords de Loire. Donc globalement, sur la méthode, ça a été plutôt un consensus relativement rapide. Après, de là à arriver à ça. D'accord. Ok. Mais... Éric, tu voulais ajouter un point. Attends. C'est vrai, messieurs, dames, bonsoir. C'est vrai que le comité citoyen, moi j'ai constaté qu'il était plein de bon sens et que nous avons réussi sur ce thème-là en particulier qui pouvait être effectivement un petit peu difficile. Nous avons trouvé un consensus entre l'économie et l'écologie, ce que l'on devrait toujours trouver, enfin ce que je souhaite. On a dit une phrase qui, je crois, est dans la plaquette qu'on n'a pas citée, qui dit qu'il n'y a pas d'économie sans écologie, et l'inverse est vrai aussi. Donc je crois qu'avec un peu de bon sens, on peut très bien faire cohabiter aujourd'hui sur l'agglomération l'économie et dans le respect de l'écologie. Et je crois qu'aussi les écologistes doivent aussi respecter l'économie. Et vice-versa et inversement. Voilà. Merci. On est rassuré sur le fait que le rapport reflète bien cet équilibre que vous avez trouvé entre vous, entre économie et écologie. Entre nous, et puis en fait, on a considéré qu'on était arrivé finalement à un constat, enfin peut-être qu'un équilibre qui s'était construit au cours des dernières décennies, et que finalement, justement, cette gestion avait produit un équilibre, en tout cas qui nous est apparu comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a fait ce constat. C'est un constat qui passe par nos expériences et qui est également enrichi des différentes auditions. Donc ça ne tombe pas non plus de... Non, bien sûr. Voilà, c'est des auditions d'experts qui ont été proposées par le débat. Merci. Je vais revenir sur un point qui, à la lecture, nous a un peu surpris. On n'a pas relevé dans le rapport que vous avez produit de référence directe à l'activité portuaire et maritime de Nantes. Alors, vous avez ici ou là dans le rapport évoqué le transport de marchandises, de fret, mais il n'y a pas de référence à l'existence du port et de quais dédiés aux activités commerciales. Alors, est-ce que, pour provoquer un peu, est-ce que, de votre point de vue, l'activité portuaire de Nantes n'aurait plus aucun intérêt et que finalement le grand port, c'est devenu un petit acteur local, peut-être empêcheur de tourner en rond. S'il n'était pas là, ça serait peut-être encore mieux. Alors je provoque un peu, hein, forcément. Mais donc voilà, est-ce que c'est un sujet que je sais pas, qui vous a pas intéressé ou pourquoi il n'y a pas de référence à ce grand acteur économique qu'est le port de Nantes? Alors là encore, je pense que c'est un peu comme le sujet précédent, c'est-à-dire qu'il nous a semblé que cela existait et que finalement il n'y avait pas de remise en cause de ce préalable en fait. Donc nous n'avons pas accentué des aspects qui nous semblaient de toute façon existants et finalement non discutables. Je pense que c'est sur ce point-là que le grand port maritime n'apparaît pas particulièrement. Nous l'avons cité comme le premier acteur économique sur lequel il pourrait y avoir des tensions écologiques. Et donc nous avons identifié que justement il y avait un équilibre sur ces activités qui s'étaient instituées également depuis ces dernières années. Je pense que lorsqu'on parle de préserver les emprises des activités économiques pour pas créer de conflit d'usage, par exemple si on met un lieu d'habitation au milieu d'une zone qui n'est pas utilisée ponctuellement, mais qui pourrait l'être par une autre activité, quand on parle de préserver ces activités, ces emprises économiques, ça concerne aussi le port. Et on n'a pas cité le port, mais c'est le port et les industriels, c'est les PME, voilà, c'est tout le monde, quoi. Une autre question. À aucun moment dans votre avis citoyen, vous ne parlez du thème et vous faites allusion au risque d'inondation. Alors, est-ce que parce que vous pensez qu'elles sont déjà analysées et puis traitées, comme vous dites, dans l'existant, ou bien est-ce que c'est un sujet qui n'est pas si important que cela ?
En fait, on a considéré effectivement qu'il y avait des outils d'analyse et de traitement qui étaient fortement existants. Donc l'audition sur les inondations nous a tous marqués. Enfin, mais il n'y a pas eu de débat par rapport à cela. Et nous avons considéré que certaines activités, et justement quand on parle de la Loire des pratiques et des usages et la préservation des activités économiques liées à l'agriculture, par exemple, pouvaient participer à la gestion de ces inondations ou on va dire à la manière de s'en préserver en maintenant un lieu d'expansion naturelle du lit, du lit du fleuve. Et puis également notre vigilance par rapport à l'étalement urbain était aussi une notion de considérer que les espaces naturels existants étaient aussi ces lieux-là d'expansion du fleuve et que leur préservation et leur maintien participaient à la prévention des inondations. Donc voilà, on a considéré que le maintien des usages était ces moyens de préserver. Merci. La salle, 3 questions à ces citoyens qui ont bien réfléchi. Bonsoir. Je suis un petit peu surpris. Bon, ça fait deux thèmes qui viennent d'être abordés. Je reviens un petit peu sur le thème précédent concernant l'appropriation de la Loire par la métropole. J'entends par là, vous avez évoqué la possibilité, par exemple, d'utiliser la Loire comme vecteur de transport en commun. Il y a eu une expérience qui a déjà été tentée. Bon, il existe, je dirais, un reste, c'est le navibus entre Nantes et Trentemoux. Il y avait un autre navibus entre la gare sud et la Jonelière qui a été abandonné, je ne sais pas trop pour quelle raison. Comment faire pour... Oui, bon. Comment faire pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on exploite la Loire, je dirais intramuros, comme moyen de supporter un transport en commun. C'est quand même vachement tentant quand on voit la Loire au milieu de la ville. On se dit, mais enfin, pourquoi on ne l'utiliserait pas un peu plus? Bon, ça ressort et de l'économie et de la gestion écologique. Pourquoi on ne le ferait pas plus? Il y a peut-être des raisons, hein, peut-être des raisons techniques, je ne sais pas. Alors, juste parce que ça va être traité dans le premier thème, ça a été traité dans ce thème-là et ça sera retraité dans les franchissements. Notre constat, ça a été le même, l'appropriation de la Loire par les Nantais, c'est mettre des choses sur la Loire, donc avoir des navires de plus en plus sur la Loire, que ce soit du transport en commun, du fluvial, du fret, de la croisière. Donc on a insisté sur ce sujet-là globalement dans tout le document et ça a vraiment été le fond de notre discussion au sein du comité citoyen et dans l'avis qu'on a rendu à la métropole. Donc on est sur le même constat. Voilà, une autre question. Juste pour compléter. Juste pour compléter ce qui a été dit, le navibus qui était sur l'Erdre, il était trop long en fait. Entre la gare SNCF Sud et la Jonelière, le temps de parcours était trop long. Le navibus, en effet, qui se trouve aujourd'hui sur Trentemoux et qui est barre par la gare maritime, c'est un navibus sur une portion plus courte, avec aujourd'hui une fréquence qui, on l'a remarqué depuis ces quelques années, qui est en augmentation. Donc on peut faire une exploitation aussi du navibus ailleurs qu'à cet endroit. Nous, on a fait une balade ce week-end sur la Loire. Et aujourd'hui, il y a des ponts qui existent, des pontons qui existent, où on pourrait effectivement faire un nouveau tracé de navibus. Mais voilà, aujourd'hui, le but d'un navibus, c'est comme un transport en commun, c'est que les gens mettent moins de temps qu'en voiture. C'est ça aussi le but, c'est qu'ils puissent faire une traversée, pas en 1 heure ou 2 heures, mais en un court temps de 10 à 15 minutes, à peu près. Oui, voilà, bien sûr. Oui, oui. Comme des pôles d'échange. Voilà, oui. Mais il y aurait la capacité aujourd'hui de le faire. Et après, c'est bien sûr des projets qu'il faut envisager dans les années futures. On va revenir très précisément parce que les conditions effectivement d'efficacité, d'efficience, vous les avez, le comité l'a vraiment travaillé dans le point suivant.